Le message que je dois vous porter, c'est ce que notre ambition pour vous et puis pour le pays. Il y a parfois des incompréhensions, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi qu'on explique pour que ceux qui veulent comprendre comprennent. Vous savez que nous avons une priorité principale ici. C'est la lutte contre l'insécurité. C'est notre principale préoccupation. Chacun peut le revendiquer, etc. Et c'est parce que tu vis que tu peux le revendiquer. Chacun a des droits. Mais c'est parce que tu vis que tu peux jouir de tes droits. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été égorgés, ceux qui ont été contraints à fuir leur village, de quel droit peuvent-ils se prévaloir? Donc nous pensons que la principale préoccupation, c'est de sauvegarder les vies humaines et de faire en sorte que ceux qui ont quitté leur village, qui ont abandonné les tombes de leurs ancêtres, qui ont abandonné les cultures et l'histoire de leur société, puissent y retourner s'ils le veulent. C'est ça notre principale préoccupation actuellement. Et tous les moyens de l'État sont mis en contribution. De surcroît, commander les armes, c'était difficile. Parce que nous sommes dans un pays de la CEDEAO. Et quand vous commandez des armes, il faut l'autorisation de la CEDEAO. Donc il y avait des procédures qui faisaient en sorte que même pour faire venir l'armement, c'était difficile. Et comme vous le savez, la CEDEAO est sous le contrôle de la France. Alors, donc il nous a fallu passer par d'autres circuits. Et c'est ce qui a surpris les gens. Nous avons trouvé des circuits différents pour nous alimenter en armement de qualité et moins cher. Voilà pourquoi nous pouvons résister et nous continuons à résister. Nous avons acquis de l'armement même que les gens ne pouvaient pas imaginer. Mais il a fallu trouver les moyens financiers d'abord, ensuite les sources d'approvisionnement, etc. Parce que notre préoccupation, c'est préserver les vies humaines. C'est ça notre principale richesse. Cela dit, il faut comprendre. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser, nous sommes venus pour un combat. C'est le combat pour notre pays. Et ce combat ne peut réussir que si nous réussissions à établir une certaine justice. Justice dans le sentiment, justice dans l'équité, justice dans la répartition des richesses. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que certaines personnes, tout au long des années, ont acquis des traitements de faveur et ils ne sont pas prêts à ce qu'on remette cela en cause. Donc ça fait autant d'obstacles sur notre chemin. Nous avons des gens qui ont des rémunérations de 3 à 5 millions par mois. Et puis à côté, il y en a certains qui sont là avec 100 000 francs et ils doivent se débrouiller pour leur famille. Et nous sommes dans le même pays. Et généralement, c'est ceux qui ont les grosses rémunérations qui réclament davantage. Donc, moi, j'aurais voulu comprendre que les gens réclament que chaque Burkinabé ait un salaire minimum par mois, que tu sois paysan, éleveur, etc. Là, c'est une juste répartition des richesses. Parce qu'au Burkina Faso, quand tu es salarié déjà, tu es un privilégié. Ça, il faut l'admettre. Donc, le vrai combat doit être pour la justice sociale. Et cette justice sociale doit comprendre non seulement les salariés, mais prendre en compte aussi les paysans, les éleveurs, les commerçants, etc. Parce que nous devons avoir en vue toute la communauté burkinabé. Il ne faut pas que ce soit une catégorie seulement au Burkina Faso. Nous n'avons pas 1 million de salariés au Burkina Faso. Or, nous sommes 22 millions. Est-ce qu'il faut s'occuper de ce minimum, de ce moins de 1 million-là, et laisser de côté les 21 millions d'autres personnes? Où allons-nous? Donc, c'est cette équation que nous essayons de résoudre, et ce n'est pas facile. Voilà. Parce que quelqu'un qui a, vous avez entendu souvent parler de droits acquis, quelqu'un qui était habitué à avoir 5 millions, 6 millions par mois, etc., si vous lui dites, voilà, maintenant, à partir de maintenant, il faudra que tu diminues un peu,
Il ne sera pas d'accord. Pourtant, il faudra qu'on y arrive un jour ou l'autre. Vous avez vu qu'au sommet de l'État, nous avons donné l'exemple. Le chef de l'État a renoncé à son salaire de président. Les ministres ont consenti la moitié de leur traitement. Il y a eu une réduction de la moitié du traitement des ministres. Et en plus de cela, chaque ministre a concédé 50% de son premier salaire pour la défense de la patrie. Et tout au long de l'année, chaque ministre consent entre 5 et 10% de son salaire pour la défense de la patrie. Donc, le sommet de l'État a déjà donné l'exemple. On a réduit le parc automobile des ministres. Et chaque ministre n'a plus maintenant qu'une seule voiture. Quand vous savez que souvent la voiture ne démarre pas, alors donc au sommet de l'État, nous avons déjà donné l'exemple. Pourquoi les autres ne veulent pas suivre? C'est ça maintenant le vrai problème. Il va falloir que nous cessions nos égoïsmes et que nous essayions de penser collectif au lieu de penser chaque fois individu. C'est ainsi que nous pourrons ensemble évoluer vers la prospérité et vers une plus grande cohésion sociale. Ça, c'est notre objectif. Alors, donc, le deuxième objectif aussi, c'est que nous nous sommes aperçus que tout seuls, nous ne sommes rien. Nous sommes très fragiles. Il faut chercher des appuis ailleurs. Pendant longtemps, nos pays ont évolué isolément. Et cela a montré ses limites. Quand je parlais de fédération avec le Mali, beaucoup de gens ricanaient et liaient au nez en disant que c'est folklorique, etc. Vous avez vu récemment, n'eût été l'appui du Mali et du Burkina Faso, le régime du Niger n'aurait pas tenu. La lutte contre le terrorisme avait des limites tant que chacun restait dans le cadre de ses frontières. Donc, dans un tel contexte, raisonner simplement national, ça n'a pas de sens. Mais depuis que Bazoum est parti, et que nos relations avec le Niger se sont renforcées, on a des opérations communes entre le Mali, entre le Burkina et le Niger, entre le Mali et le Niger, entre le Mali, le Burkina et le Niger, de telle sorte que les terroristes sont vraiment traqués maintenant partout. Et nous espérons que si cela se poursuit, d'ici la fin de l'année, on commencera à respirer un peu plus. Et il y a certains qui ont proposé de négocier. Je ne sais pas si vous l'avez appris ici. Si vous l'avez appris, certains touristes ont proposé de déposer les armes. Mais le président, la condition du président est que ce soit sans condition. On ne négocie pas. Si vous voulez déposer les armes, vous déposez les armes à nos conditions. Voilà. Parce que la lutte maintenant est devenue très très dure. Pour eux, ils n'ont pas beaucoup non plus de lieux où se cacher. Oui. Surtout avec les vecteurs aériens, avec les moyens de renseignement qu'on a maintenant, on progresse de plus en plus. Oui. Donc on espère que d'ici peu, les choses seront résolues. Et au Mali aussi, vous avez appris de plus en plus les forces maliennes qui vont vers le nord. Donc si cela se poursuit, d'ici peu, Kidal sera pris. Et donc, les derniers rebelles seront obligés de chercher d'autres stratégies. Et cela parce que nous sommes mis ensemble. Mali, Burkina d'abord. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au début, le Mali nous a beaucoup soutenus dans la lutte contre le terrorisme. Donc, quand nous n'avions pas d'armement, c'est les Maliens qui intervenaient. Parce qu'au début, quand on voyait venir les terroristes, et on les signalait aux forces françaises, ils ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas. Parfois, eux-mêmes, ils les voyaient, et ils ne nous le disaient même pas. Mais quand le président Traoré est venu, dès qu'on voyait un mouvement de terroristes qu'on signalait aux Maliens, ils volaient avec leurs avions, ils venaient, et puis ils écrasaient, et ils repartaient. Donc les Maliens nous ont beaucoup soutenus au départ dans la lutte contre le terrorisme, avant que nous n'ayons nos propres avions. Parce qu'avant, nous n'avions pas nos propres vecteurs aériens. Mais maintenant, nous avons nos propres vecteurs aériens. Et on a des drones, n'est-ce pas, de dernière génération. Voilà. Donc on a maintenant beaucoup plus d'assurance. C'était pour vous dire que nos priorités sont à ce niveau-là, surtout. Obtenir la paix pour les populations. Une fois que la paix sera revenue, les gens pourront de nouveau
elle est votée sur tel sujet ou tel autre, mais là maintenant, ce sera dans la paix. Mais tant qu'il y a des vies, tant que vous vous levez le matin, vous ne savez pas si vous allez sortir et rentrer en paix. Parce que vous pouvez être menacé à chaque carrefour, etc. Tant que cela sera là, on ne peut pas avoir d'autres priorités que de lutter contre le terrorisme. Voilà. C'est ce message que j'avais à vous transmettre. Et là, sur ce plan, nous avons besoin de votre soutien à tous. Voilà. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'adhésion de la population, sans l'adhésion populaire. Notre objectif aussi, mais qui reste secondaire, c'est revoir notre modèle de gouvernance. Revoir notre modèle de gouvernance. C'est ça qu'on parle de réécrire la Constitution. La Constitution, c'est quoi? C'est la loi fondamentale par laquelle nous gouvernons, par laquelle le pays est gouverné. Donc il faudrait que nous fassions en sorte que chacun se sente dans cette loi fondamentale, que chacun se sente concerné. Il y a des chefs traditionnels qui sont ici. Dans leur localité, n'importe qui sait qui est chef et pourquoi il est chef et quel est le rôle du chef. Si nous prenons un bulletin voté et puis dire voilà, j'ai voté pour le président, ça n'engage pas les gens. Ça n'engage pas beaucoup les gens. Il faudrait que nous trouvions un système qui engage les gens, les citoyens, dans le choix de leurs responsables. Bon, votre général ici présent a proposé que les gens prêtent serment sur la terre. Parce que la terre ne ment pas. Bon, tout cela, ça peut être la étude. Hein? Voilà. Bon, les gens prêtent serment sur la Bible, sur le Coran. Bon, c'est déjà plus profond. Ici, on prête serment sur la Constitution. Mais si tu ne crois même pas à la Constitution, ton serment n'a pas de poids. Voilà. Et puis la Constitution, ça représente quoi pour quelqu'un? Ça n'engage ni la foi, ni ta religion, ni ta conviction. Donc ça fait qu'on peut balancer la Constitution comme on veut. Mais si vous prenez serment sur la Bible ou le Coran, c'est déjà assez profond. Sur la terre, parce que la terre ne ment pas. Moi, je n'ai pas encore essayé. Mais il faudrait que nous trouvions des moyens pour responsabiliser nos responsables. Et donc, dans les débats qui seront engagés, chacun sera appelé à contribution pour que nous trouvions les voies de refondation de notre société, pour que les gens soient beaucoup plus impliqués et que la gouvernance soit plus vertueuse. Voilà nos préoccupations à l'heure actuelle.